Bonjour et bienvenue dans Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 6e semaine de 2024, il est question encore d'agriculture, pour diverses raisons, du texte sur les violences faites aux femmes, de réformes budgétaires et de guerre en Ukraine. Alors, sans transition, on démarre par la vie de l'Union. Élections européennes. Les Verts jouent la sécurité pour mener la campagne européenne. Face à des sondages qui les donnent grands perdants des prochaines élections européennes, le Parti des Verts européens a décidé de miser sur des valeurs sûres. Ce sont donc l'allemande Terry Reinke et le néerlandais Bas Eickhout qui auront la dure tâche de mener le combat aux européennes, élus respectivement avec 55,2% et 57% des voix. Terry Reinke était déjà coprésidente du groupe parlementaire des Verts Alliance libre européenne au Parlement européen, alors que Bas Eickhout y siège depuis 2009. Certains regrettent cette stratégie en interne, alors que depuis 2019, le parti s'est efforcé de s'élargir à l'est et au sud. Ils espéraient donner un signe aux nouveaux arrivants. Mais ces nouveaux partis ne sont encore que des acteurs marginaux dans leurs pays respectifs. Malgré tout, 3 partis nationaux verts devraient faire leur entrée au Parlement européen. Les progressistes, qui est un parti letton, les Croates de Nous Pouvons et Catalogne en commun. International, l'Union sous pression pour sanctionner l'aluminium russe. Malgré les nombreux paquets de sanctions à l'encontre de la Russie, certains de ces produits ne sont pas interdits d'entrer dans l'Union européenne. C'est le cas de l'aluminium russe, qui continue d'entrer sur le territoire de l'Union. De quoi échauder à la fois les producteurs européens, mais aussi les plus fervents soutiens de l'Ukraine. D'un côté, les producteurs européens d'aluminium demandent l'embargo sur l'aluminium russe, dont ils disent qu'il est bon marché et qu'il fait de la concurrence déloyale à leurs produits. De l'autre, des États qui les soutiennent, la Lituanie en tête, soutenus par ses 2 compères baltes, la Lettonie et l'Estonie, et sa voisine méridionale, la Pologne. Mais les industries consommatrices d'aluminium critiquent une telle mesure, elles qui se disent déjà confrontées à l'inflation, ce que disent aussi les producteurs européens d'aluminium de leur côté. L'Italie s'est opposée à de telles sanctions. Aujourd'hui, 9% des importations d'aluminium viennent de Russie, ce qui a rapporté la bagatelle de 2,3 milliards d'euros à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Justice. La législation sur les violences sexistes et sexuelles avance, mais abandonne la définition du viol et la protection des femmes vulnérables. C'est acté. Depuis 2 mois, l'amendement sur le viol dans le cadre du texte sur les violences sexuelles et sexistes faisait la une des journaux, surtout en France, où le gouvernement, représenté par le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, se positionnait contre, considérant que ce n'était pas une compétence européenne et que le consentement ne suffisait pas à caractériser le viol. Mais il y avait aussi la crainte que la Cour de justice de l'Union européenne retoque cet article. Le mardi 6 février, c'est officiel. L'amendement sur le viol est abandonné, sacrifié par les États membres, notamment la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. 13 États souhaitaient l'intégration de l'amendement, dont l'Espagne, la Grèce, l'Italie ou encore la Belgique, mais insuffisant pour emporter la majorité. Le Parlement n'a pas voulu forcer sur cet amendement pour éviter de sacrifier le reste du texte concernant les autres violences. L'interdiction des mariages forcés, des mutilations génitales féminines, le harcèlement sexuel ou encore la stérilisation forcée sont, elles, sauvées dans les négociations interinstitutionnelles. Mais lors de ces mêmes négociations, les États membres ont poussé pour l'abandon des mesures concernant les demandeuses d'asile, les sans-papiers ou les femmes en procédure de demande de séjour. Donc, lors d'un dépôt de plainte, leurs données sont susceptibles d'être envoyées au service de l'immigration et elles risqueraient donc l'expulsion. La Commission proposait à l'origine de limiter ce transfert de données. Le Parlement européen, lui, voulait carrément l'interdire. Mais vu la tendance actuelle du côté des États membres, c'est sans surprise qu'ils ont préféré garder la main.
Au final, des États membres ont décidé de faire de cet article 16.5 un simple considérant, c'est-à-dire une recommandation, pas une obligation. Charge aux États donc de définir le cadre juridique qui doit assurer l'accès aux voies de recours à ces personnes. De fait, c'est la directive Retour, en pleine réforme, qui devra s'appliquer en premier, ce qui va simplement empêcher ces personnes d'avoir accès aux voies de recours. D'après une étude du Lancet, 273 demandeuses d'asile sont arrivées en France récemment. Plus de 25% d'entre elles déclarent avoir subi des violences sexuelles dans les 2 ans après leur arrivée, qui s'expliquent par les difficultés d'accès au logement, aux soins et aux services sociaux qui les mettent en contact direct avec des personnes qui profitent de leur vulnérabilité. Agriculture. Ursula von der Leyen cède face aux agriculteurs sur les pesticides. Face à la colère des agriculteurs, la Commission a déjà lâché un peu de lest sur les jachères et promis une clause de sauvegarde sur les importations ukrainiennes. Mais la colère, même si elle a reflué, est toujours présente. Et l'argument de normes trop contraignantes, notamment celles issues du Green Deal, revient encore et encore. La Commission avait proposé en juin 2022 un règlement sur l'utilisation durable des pesticides qui prévoyait de réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici à 2030. Mais face aux protestations des agriculteurs dans toute l'Union, Ursula von der Leyen a décidé le retrait pur et simple du texte. Elle considère que le texte polarisait trop et qu'il fallait beaucoup mieux intégrer la société civile en amont du texte. Le Parlement européen avait échoué à trouver un compromis sur le texte en novembre, vidé de sa substance par les amendements du Parti populaire européen, un retrait qui sonne comme une victoire pour les agriculteurs, pas pour les ONG qui défendent l'environnement. Agriculture encore. L'Union approuve les nouvelles techniques génomiques. Les nouvelles techniques génomiques, c'est quoi? À la différence des OGM, qui modifient les gènes d'un fruit, d'un légume ou d'un céréale en y insérant un gène étranger, les NTG modifient un gène existant. D'après certains scientifiques, cela permettrait aux produits agricoles de s'adapter aux dérèglements climatiques et de devenir plus résistants. Pour d'autres, cela pose les mêmes questions éthiques que les OGM. Quelles conséquences pour le corps humain? Quelles conséquences pour la biodiversité? Toujours est-il que le Parlement européen a adopté le texte avec 307 voix pour, 263 voix contre et 41 abstentions. Ce texte sort les NTG du cadre des OGM et crée 2 catégories. Les NTG indiscernables de l'original et qui seraient exemptés de la législation sur les OGM, et celles qui présentent des modifications plus complexes. Dans tous les cas, l'étiquetage faisant mention de NTG devrait être obligatoire pour le Parlement européen. Aussi, les députés ont décidé de les exclure de la catégorie bio, mais aussi des brevets. Reste à convaincre les autres institutions de leur position. Le Conseil de l'UE, c'est-à-dire les 27, n'ont toujours pas de position commune à défendre. Pour l'industrie agroalimentaire et pour la Copa-Cogeca, le syndicat européen des agriculteurs, c'est une victoire pour redonner du rendement aux cultures. Pour Greenpeace et Friends of Earth Europe, il n'y a pas de preuve que les NTG puissent résister aux effets du dérèglement climatique, ni que ce cadre juridique protégerait les agriculteurs et les éleveurs. Énergie, le nucléaire reconnu comme stratégique dans la lutte contre le dérèglement climatique. Depuis mars 2023, la Commission essaye de muscler le cadre juridique pour accélérer le développement des industries vertes via le Net Zero Industry Act, qui est censé faciliter le déploiement de sites de production de composants pour les technologies propres sur le territoire de l'UE liées aux énergies renouvelables. Mardi 6 février avait lieu le trilogue et le nucléaire a été intégré dans la liste des technologies Net Zero, toutes générations confondues. Le nouveau cadre juridique facilitera l'octroi de permis pour leurs projets en matière de composants nécessaires aux centrales nucléaires, réduisant les délais de moitié, passant de 18 mois à 9 mois. Ce sera aux États eux-mêmes de définir les projets stratégiques ou non. La France, soutenue par la République tchèque,
est parvenue à ses fins en faisant du nucléaire une énergie reconnue au même titre que le renouvelable. Technologie. Accord sur le Fonds de souveraineté européen. La plateforme de technologie stratégique pour l'Europe, STEP, aura pour but de mobiliser les fonds pour le numérique, les technologies propres et les biotechnologies. Cette plateforme a pour but de renforcer la compétitivité et la souveraineté de l'Union sur le long terme. Ce renforcement passera par des incitations financières et un label STEP qui devrait booster le développement du Made in Europe dans l'industrie. Ce fonds de souveraineté européen est une réponse au plan de lutte contre l'inflation aux États-Unis, qui avait pour but de faire une relance verte. Cependant, les États membres ne se sont pas entendus sur la création d'un nouveau fonds. L'Union devra donc puiser dans le budget existant, ce qui devrait limiter considérablement l'ambition de ce projet. La France voulait financer ce nouveau fonds par la dette commune, alors que l'Allemagne et les Pays-Bas ont émis le souhait d'utiliser les 800 milliards d'euros qu'il reste du fonds de relance post-Covid. Le Fonds européen de défense sera renforcé de 1,5 milliard d'euros. Le think tank Bruegel, par la voix d'un de ses membres, Simone Tagliapetra, regrette que cela ne débouche que sur un simple site internet et la fragmentation du marché par le fait d'avoir laissé la compétence aux États de décider quel projet sera éligible et en conséquence, les États avec plus de capacité de financement auront plus de projets. État de droit. La Commission entame une procédure d'infraction contre la Hongrie. Il y a un sujet supplémentaire qui divise la Hongrie et la Commission européenne. Le Parlement hongrois a adopté un paquet législatif qui ressemble étrangement au statut d'agent de l'étranger créé par Vladimir Poutine, qui permet au gouvernement, sous couvert d'ingérence étrangère, de retirer des marges de manœuvre aux ONG qui défendent les droits démocratiques et humains. La Commission estime que cette loi est suffisante pour faire l'objet d'une procédure d'infraction. Autrement dit, cette loi n'est pas conforme au droit européen. Cela semble dans la continuité de la Hongrie d'Orbán, déjà habituée depuis une décennie à cibler George Soros, milliardaire américano-hongrois qui l'accuse d'influencer la société hongroise via sa fondation Open Society, qui se veut faire de lance des sociétés libres et ouvertes. Open Society a quitté la Hongrie depuis 2018. Il cible aussi les financements américains et européens à la société civile hongroise, une manière de réduire encore un peu plus les derniers îlots de démocratie en Hongrie. Social, les institutions d'accord sur les travailleurs indépendants et VTC. Je vous en parlais il y a quelques semaines. L'Union européenne discute pour réformer le statut des travailleurs indépendants des plateformes en ligne, les livreurs en particulier, et les chauffeurs de VTC. Des discussions interinstitutionnelles butaient sur la présomption légale de salariat, sans condition. Avec cette règle, les travailleurs devaient prouver le lien de subordination pour obtenir le statut de salarié, tenant de meilleurs droits au passage, comme des congés payés, la possibilité d'avoir des arrêts maladie, des indemnités chômage, entre autres. Alors que le Parlement européen s'accordait sur le sujet, ce sont les 27 qui ne parvenaient pas à un compromis. Les États ont introduit des critères stricts qui renvoient au droit national de chaque pays, notamment la France qui a instauré des négociations collectives dans ce secteur. D'ailleurs, l'adoption finale de cette version allégée dépendra d'elle. Budget. Accord à la Pyrrhus sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Le Conseil de l'UE et le Parlement européen se sont mis d'accord sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Le pacte de stabilité et de croissance, c'est la règle définie lors du traité de Maastricht qui oblige les États à respecter un plafond de dépenses de 3% du PIB et un plafond de dette de 60% du PIB. Cette règle a été mise en pause suite au Covid et l'impossibilité de tenir les objectifs. L'occasion de rediscuter de ces critères et de leur application. Pas question de changer les ratios, mais plutôt d'accepter d'introduire de la flexibilité dans l'application. Difficile pour certains États de respecter ces règles. Le texte prévoit que les États devront présenter une trajectoire pour démontrer la soutenabilité de leur dette, en laissant plus de temps si cet endettement est justifié par des investissements. Les frugaux, qui sont l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche, ont demandé à ce que ces engagements soient chiffrés. Un texte que les parlementaires européens de gauche,
notamment, comme Aurore Lalucq, ont qualifié de retour à l'austérité. Fin 2024, une douzaine d'États seront probablement en déficit excessif. En 2023, la dette des États membres de l'Union était de 83%, bien au-dessus du seuil de 60%, en sachant que quelques-uns de ces États ont dépassé les 100% du PIB de la dette. Passons désormais au club des 27. Pologne. Le gouvernement introduit des mesures pour contrôler les importations ukrainiennes. L'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine pour l'abolition des droits de douane jusque 2025 ne cesse d'attiser la colère des agriculteurs et surtout les agriculteurs polonais qui sont en première ligne. Le vice-ministre de l'Agriculture, Michał Kołodziejczak, s'enorgueillit des contrôles aux frontières, promettant qu'elles seront plus étanches que jamais. Certaines denrées destinées au marché balte reviennent en Pologne, ce qui a un effet désastreux sur les prix, et donc le revenu des producteurs polonais. À voir si la condition considère que ces mesures ne sont pas exagérées à la lumière des traités. Pologne encore, le pays veut renégocier son plan de relance. Sanctionné pour les dérives concernant l'état de droit du gouvernement précédent, le gouvernement Tusk veut renégocier le plan de relance Next Generation EU, alors que la Pologne n'a pas encore reçu un seul centime de ce plan. La Pologne a jusque 2026 pour remplir les critères du plan de relance, conditionnés aux réformes de la justice d'une part, mais aussi à des réformes structurelles pour que le pays assainisse sa situation économique. La Pologne peut prétendre à près de 60 milliards d'euros, 35 millions sous forme de prêts et 25 sous forme de subventions. Les discussions avec la Commission devraient avoir lieu à la fin du mois. Pologne toujours, les députés du PiS tentent de forcer le passage de la Sejm. Et si les Polonais étaient en train de vivre leur 6 janvier? Condamnés début janvier, Mariusz Kamiński et Maciej Wąsik ont été graciés par le président Duda la semaine dernière. La condamnation les a privés de leur siège à la Sejm, la chambre basse du Parlement polonais. Ils sont revenus, soutenus par le groupe parlementaire du parti Droit et Justice, le PiS, qui a tenté de forcer la sécurité pour les faire entrer. Ils considèrent la décision de justice comme illégitime et un coup politique de la part de Donald Tusk et des partis qui le soutiennent au gouvernement. Le président de la Sejm, Szymon Hołownia, invoque la Constitution qui interdit à toute personne condamnée de siéger. La grâce présidentielle n'efface pas la condamnation. Une affaire qui dure depuis des semaines et qui fait dire que le PiS n'accepte toujours pas la défaite et ira au bras de fer sur tous les sujets. Italie, semaine de mobilisation pour les agriculteurs italiens. Cette semaine, l'Italie a aussi vécu sa mobilisation des agriculteurs. Lundi 5 février, des agriculteurs de Toscane ont commencé à se diriger vers Rome, bien décidés à rallier des agriculteurs de tout le pays. Turin a été encerclé par les tracteurs. Tous les tracteurs ont commencé à converger vers Rome jeudi pour mettre la pression au gouvernement Meloni. L'idée était d'encercler Rome sans bloquer les routes. 2000 tracteurs étaient stationnés en périphérie de Rome, pendant que 500 autres étaient en cortège sur le périphérique. Même si Giorgia Meloni a réussi à obtenir 3 milliards d'euros supplémentaires de l'Union pour son agriculture, rien n'y fait. Vendredi 9 février, le gouvernement italien cède et remet en place l'exemption d'impôt sur le revenu pour les exploitants les plus vulnérables, une exemption abolie lors de l'adoption du dernier budget national, parce que cela profitait jusqu'ici aux plus grandes exploitations, selon la présidente du Conseil. France et Allemagne. Retour sur la visite du Premier ministre Gabriel Attal en Allemagne. Alors que ses prédécesseurs s'y étaient rendus après plusieurs mois en fonction, sauf Jean Castex qui ne s'est même pas déplacé, le Premier ministre Gabriel Attal a effectué son premier déplacement à l'étranger chez nos voisins allemands. L'occasion de réaffirmer l'amitié entre les deux pays. Plusieurs sujets ont été abordés. L'aide à l'Ukraine, l'économie européenne ou encore le pacte asile et immigration. Sur le traité de libre-échange avec le Mercosur, les deux chefs de gouvernement ont assumé leur désaccord, la France ne souhaitant pas signer l'accord en l'état, et l'Allemagne qui en fait un enjeu géostratégique. Ils semblaient tous les deux plus optimistes sur le projet SCAF, qui est un projet d'avion de chasse développé en commun par les avionneurs Dassault, Airbus
et l'espagnol Indra Sistemas, une première pierre qui pourrait être posée du côté de l'industrie de défense européenne. Reste qu'il faut avancer sur les responsabilités de chacun et de savoir répartir le risque, ce qui n'est pas gagné. Hongrie, le gouvernement refuse de discuter l'adhésion à l'OTAN de la Suède. Alors que l'opposition hongroise a sorti le Parlement de ses congés hivernales de façon précipitée en mettant à l'agenda un débat sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN le lundi 5 février, le parti au pouvoir, le Fidesz, et son allié chrétien-démocrate, le KDNP, ont boycotté cette session extraordinaire. Le quorum n'étant pas atteint, la session a été ajournée. Ce qui démontre que le Fidesz tient absolument à humilier la Suède pour ses commentaires concernant l'état de droit en Hongrie, en obligeant le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, à se déplacer pour supplier Viktor Orban de ratifier l'adhésion. Seulement, tous les autres pays de l'OTAN ont donné leur feu vert pour l'accession de la Suède. Même la Turquie, qui s'y était opposée à cause des réfugiés kurdes accueillis par la Suède, a cédé sous la pression de ses alliés après avoir négocié en tête-à-tête avec le Premier ministre suédois. Viktor Orban veut ce même tête-à-tête, bien décidé à montrer que la vie de la Hongrie compte. Cependant, ses nombreuses positions favorables à la Russie pourraient bien faire perdre patience à ses alliés. Suède, la fin de la règle de l'excédent budgétaire ? Je vous avais parlé il y a quelques semaines du frein constitutionnel en Allemagne, qui limite l'endettement fédéral à 0,35% du PIB. En Suède, il y a une règle qui date de la fin des années 90, qui oblige le gouvernement à dégager de l'excédent budgétaire sur chaque exercice. Cette règle a été mise en place en 1999, après une double crise immobilière et bancaire, qui a eu des effets catastrophiques sur l'économie et la monnaie. Le pays a été en récession 3 années consécutives et la dette s'élevait à 70% du PIB et tous les indicateurs étaient au rouge. Cette règle obligeait les gouvernements à réaliser un excédent de 2% du PIB de 1999 à 2007, puis à 1% du PIB et depuis 2019, 0,33% du PIB. Cependant, l'économiste Lars Calmfors alerte sur les investissements nécessaires au pays, tout comme le patronat qui parle d'un investissement nécessaire de 6,2 milliards d'euros pour rénover les routes et le système ferroviaire. Ils alertent même sur un doublement de ce chiffre d'ici 2033 si rien n'est fait. En ce qui concerne la transition écologique, la Suède a besoin d'investir dans la production d'énergie, sans oublier qu'elle doit rebâtir aussi sa défense. Au sein du gouvernement et des soutiens du gouvernement, qui va du centre droit à l'extrême droite, les conservateurs sont minoritaires sur la question du frein au déficit. Tous ces soutiens sont pour assouplir la règle et investir où il le faut. Pays-Bas, échec des négociations de Geert Wilders. Grand vainqueur des élections législatives en novembre 2023, Geert Wilders et son parti, le Partij voor de Vrijheid, le Parti de la Liberté, le PVV, parti d'extrême droite anti-islam, anti-immigration et anti-Europe, ne parvient toujours pas à former un gouvernement. Dernier épisode en date, Peter Omtzigt, chef du parti centriste Nouveau Contrat Social, qui a obtenu 20 sièges aux législatives, a mis fin aux négociations. Officiellement, il trouve le projet budgétaire de Wilders irréaliste, beaucoup de dépenses et moins d'impôts. Mais officieusement, c'est le positionnement sulfureux de Wilders qui aurait convaincu le NSC de se retirer. Vainqueur des élections, le PVV est ressorti du scrutin avec 37 sièges à la Tweede Kamer, la Chambre des représentants, la Chambre basse des Pays-Bas. Il lui faut 76 députés qui le soutiennent pour atteindre la majorité, ce qui semble impossible en l'état, les autres partis étant réticents à le rejoindre. 2 options s'offrent aux Pays-Bas. Soit un autre formateur sera nommé par le roi et devra mener les négociations pour aboutir à un gouvernement, soit la Chambre convoque de nouvelles élections, ce qui serait une première pour le pays. Le PVV serait dans le deuxième cas très satisfait, puisque les sondages sont encore meilleurs que lors des dernières élections. Slovaquie,
Robert Fico démantèle le bureau du procureur spécial. C'est dans les tuyaux depuis son retour au poste de Premier ministre. Robert Fico est parvenu à ses fins. Le Parlement slovaque a adopté un amendement du Code pénal qui supprime le bureau du procureur spécial le jeudi 8 février. Cela signifie que le bureau devra mettre fin à ses activités au 20 mars, c'est-à-dire 3 jours avant l'élection présidentielle. Ce bureau avait beaucoup enquêté sur les liens du Smer, le parti du Premier ministre, avec des oligarques du pays proches de la mafia italienne. Des liens que s'apprêtait à mettre au jour Jan Kuciak, journaliste assassiné en 2018 avec sa fiancée. Malgré les nombreuses manifestations depuis décembre pour contester la suppression de ce parquet, le gouvernement a voulu passer en force, sans consulter d'experts. La présidente Zuzana Chaputova ne va pas exercer son veto, puisqu'il peut être contourné par la Chambre, mais va saisir directement la Cour constitutionnelle. Si le texte de loi venait à être confirmé, les peines pour corruption seraient commuées en sursis, ainsi que pour d'autres crimes comme le viol. Les délais de prescription seraient ramenés à 10 ans. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Kosovo. Le Premier ministre Albin Kurti impose l'euro dans tout le pays. Le Kosovo avait adopté le Deutschmark en 1999, suite à la guerre du Kosovo, pour éviter les fluctuations des monnaies de la région. Au passage à l'euro en Allemagne, en 2002, le Kosovo l'adopte aussi. Reste que depuis 1999, les Serbes du Kosovo, agrégés du côté de Mitrovica, dans le nord, refusaient de passer à l'euro et continuaient d'utiliser les dinars serbes. Depuis le 1er février, tout le pays a l'obligation d'utiliser l'euro. Les alliés du Kosovo, comme les États-Unis, ont recommandé de renoncer à une telle mesure imposée de manière unilatérale. Le Premier ministre Albin Kurti a annoncé laisser une période de tolérance du dinar serbe, le temps d'informer et de laisser aux Serbes du Kosovo de s'adapter. Mais cela reste une question très politique. La Serbie continue de financer à hauteur de 120 millions d'euros par an les prestations sociales, les salaires des enseignants et autres fonctionnaires d'administration serbe locale. Le change pourrait affecter ces versements. Azerbaïdjan. Ilham Aliyev réélu pour la 5e fois. Alors que l'élection était prévue au printemps 2025, le président azerbaïdjanais a surpris son monde en anticipant les élections présidentielles. La cause, sa campagne dans le Haut-Karabakh, qui s'est conclue par la conquête par l'Azerbaïdjan. Fort de sa victoire militaire, il voulait profiter de la dynamique. Symboliquement, il a voté à Khankendi, ex-Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Sans surprise, l'opposition a boycotté le scrutin, jugeant que le processus ne laissait pas le temps de faire campagne. Le pouvoir a procédé à l'arrestation de 8 journalistes et leaders de médias et a restreint la couverture médiatique du scrutin. Russie, l'opposant Boris Nadejdin, écarté. C'était le nom qui revenait dans la bouche de ceux qui espéraient un réel opposant à Vladimir Poutine. Boris Nadejdin, opposant à la guerre en Ukraine, partisan d'un rapprochement avec l'Occident, ou encore contre l'interdiction du mouvement LGBT, il représente tout ce que Poutine déteste. Il a commencé à réunir de plus en plus de partisans. Tant et si bien qu'il avait réussi à apporter 104 000 parrainages de sa candidature au présidentiel, venus de toute la Russie, à la Commission électorale centrale. La dite commission a rejeté sa candidature pour, je cite, « trop d'irrégularités dans les signatures ». Boris Nadejdin a fait savoir qu'il ferait appel devant la Cour suprême, même s'il y a peu de chances que l'issue change, étant donné que c'est ce qui arrive à tous les opposants à Russie unie. Ukraine, la loi sur la mobilisation est adoptée. Le mercredi 7 février, la Rada, le Parlement ukrainien, a adopté une loi en première lecture qui simplifie les modalités d'enrôlement des mobilisables, mais introduit aussi des sanctions pour ceux qui voudraient déserter. La conscription des 18-24 ans est remplacée par un entraînement obligatoire pour tous d'une durée de 5 mois, à effectuer quand les citoyens le souhaiteront. Reste que la colère des familles de mobiliser reste sans réponse.
Beaucoup d'entre eux sont au front depuis presque 2 ans et ne sont pas démobilisés. Le gouvernement n'a apporté aucune réponse à ce problème. La société civile, même si elle est censée être interdite de manifester à cause de la loi martiale, continue d'exprimer sa colère. Le gouvernement tolère ces manifestations, conscient que c'est une dure épreuve pour les familles. Ukraine encore, le président Zelensky renvoie le chef d'état-major des armées Valery Zaloujny et le remplace par Oleksandr Syrsky. Le jeudi 8 février, le président Volodymyr Zelensky a annoncé le remplacement du chef d'état-major des armées Valery Zaloujny par le général d'armée de terre Oleksandr Syrsky. Depuis des mois, c'était un secret de polichinelle que le président et son chef d'état-major avaient des divergences profondes sur la stratégie à suivre. Mais surtout, Volodymyr Zelensky semblait peu goûter à la communication de plus en plus libre de Zaloujny. On prêtait même aux militaires des ambitions politiques, tant sa cote de popularité semblait être en constante augmentation. Il a été remplacé par Oleksandr Syrsky, le général qui a réussi la percée dans l'oblast de Kharkiv. Discret et loyal envers l'exécutif, c'est un profil plus lisse politiquement, mais qui a permis la plus grande victoire ukrainienne jusqu'ici. Né en Russie, du côté de Vladimir, dans ce qui était l'URSS en 1965, il fait ses classes militaires en Ukraine. Alors que l'URSS s'effondre, il décide de rester en Ukraine. Promu général en 2009, il mène la coopération avec l'OTAN dès 2013 et procède aux réformes de l'armée ukrainienne. Lorsque la Russie s'est attaquée au Donbass en 2014, il a été envoyé combattre les séparatistes pro-russes, avant d'être le commandant militaire sur le front de l'Est, puis il devient le chef d'état-major de l'armée de terre en 2019. Depuis le début de la guerre, il a permis la défense de Kiev, encerclée par les forces russes, et a permis la reconquête totale de l'oblast de Kharkiv jusqu'à Izium. Malgré ses faits d'armes, on lui reproche la gestion du cas de Bakhmut, ville même pas stratégique qui a sacrifié beaucoup d'hommes. Mais cette stratégie était aussi validée par son supérieur, Valery Zaloujny. Il prend les rênes d'une armée qui doit faire avec des munitions qui se tarissent, un soutien occidental qui se fait attendre malgré les 50 milliards d'euros votés par l'UE, le blocage des républicains au Congrès des États-Unis, qui empêche l'administration Biden de débloquer les 80 milliards d'euros promis. Des perspectives assez sombres qui semblent offrir moins de marge de manœuvre pour l'Ukraine. Europe Hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer la 7e semaine de 2024. À bientôt sur Europe Hebdo.